Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Oussem Hamza. C'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais savoir si vous m'écoutez, m'entendez bien. Vous avez en bas à gauche des emojis. Si vous pouvez me faire un petit pouce ou un petit cœur ou un applaudissement pour me dire si vous m'entendez bien. Super, merci Elliot, Stéphane, Brunella, tout va bien. On est, bon déjà, il y a une petite dizaine qui sont déjà connectés. Alors, vous étiez 56 à vous inscrire. Donc là, on va peut-être commencer doucement pendant 2-3 minutes avant d'attaquer le vif du sujet. Moi, je m'appelle Oussem Hamza, pour ceux qui viennent pour la première fois. Je suis euh, un des cofondateurs de Data4Job. Data4Job qui est un éditeur de logiciels de recrutement qui existe depuis maintenant 10 ans et qui s'est fait pour mission de soulager les équipes de recrutement des tâches fastidieuses et répétitives de quotidien. Et en parallèle à ça, j'accompagne aussi des entreprises dans leurs projets d'optimisation des processus RH, notamment IA, parce que voilà, mon expertise initiale, c'était l'IA, que j'ai commencé dans les banques, avant de me concentrer sur le recrutement depuis maintenant une dizaine d'années. Et j'essaye tous les mois, on a fait une pause au mois d'août, mais tous les mois de choisir un sujet sur le recrutement, dans le processus de recrutement, et de préparer du contenu pendant entre 30 et 40 minutes pour partager un certain nombre de tips, un certain nombre de choses intéressantes à savoir sur l'apport de l'intelligence artificielle sur le processus de recrutement. Et l'idée, c'est de éclairer un petit peu, de donner quelques outils, donner quelques conseils, parfois faire un état de l'art, souvent suivi par un livre blanc qui est rédigé et qui est envoyé et qui est publié sur le site internet de Data4Job, www.data4job.com. Donc il y a en haut à droite blog, et là vous allez retrouver déjà nos white papers, l'ensemble des replays de nos webinars précédents. Alors le webinar précédent, c'était je crois le 1er juillet, et c'était sur intelligence artificielle et préqualification des candidats. Alors, aujourd'hui, je fais le webinaire de chez un client à domicile. C'est un des plus gros clients de Data4Job. Donc je suis leur invité. C'est aussi pour ça que j'ai un peu moins de matos parce que je ne suis pas dans mon bureau. Bien, on commence à être nombreux. Ça fait 3 minutes. On va, je pense, pouvoir commencer. Mais avant de commencer, je vais partager avec vous un lien vers le support de notre webinaire. Donc, je vais le mettre dans le texte. Tac. Bim. Mettre dans le texte. Donc là, vous avez accès déjà au support que vous voyez déjà en partage d'écran à gauche, que vous pouvez déjà découvrir. Et puis moi, tranquillement, je vais commencer le sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est l'intelligence artificielle au service du vivier de talents. Je vais essayer de vous donner des éléments sur comment le construire. Enfin, au début, on va voir pourquoi c'est important, pourquoi aujourd'hui c'est important d'en parler. Ensuite, je vais essayer d'aller ou de vous donner des éléments sur comment le structurer, comment le construire, comment l'animer, comment le garder dans le temps. On va regarder un peu quelques approches pour voir comment avoir un projet de gestion de vivier plutôt efficace qui va nous aider. Et puis à la fin, je vais essayer de partager avec vous un certain nombre de ressources que ils seront là, mais aussi je vais vous les envoyer par mail dans les prochains jours pour les gens qui sont intéressés. Et il y a 3 approches que j'ai identifiées, enfin plutôt catégories d'approches, si je veux être précis. Et on va comparer les 3 approches qu'on peut adopter pour avoir une stratégie de création d'animation de vivier. Bien. 11h35, donc on va aller dans le vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui il est important de commencer sérieusement à réfléchir à créer son propre vivier? Comment j'ai identifié 3 drivers qui font, enfin, et je constate que je suis de plus en plus sollicité par des entreprises, notamment des entreprises soit qui reçoivent beaucoup de candidatures, et il y a un effort assez important pour les trier, et surtout des entreprises qui reçoivent très peu de candidatures et qui sont plutôt sur des profils pénuriques. Donc il y a trois principales raisons. La première, et je suis sûr, notamment si vous avez un plan média, vous avez un budget média, c'est que les job boards coûtent de plus en plus cher. Surtout qu'il y a 2 ou 3 leaders du marché qui
qui est en train de manger tous les autres progressivement. Il y a beaucoup de consolidation qui est faite. Enfin, le marché est en train de changer. Vous êtes au courant certainement que Monster, par exemple, n'existe plus en Europe. Donc, il a arrêté toutes ses activités en Europe, alors que moi, je me rappelle, quand j'ai cherché du boulot en 2005, c'était hors de question de le passer. On ne peut pas passer à côté de Monster. Et je crois que c'est resté pendant 5 ou jusqu'à 2010, 2012, un peu la référence. Aujourd'hui, Monster en Europe n'existe plus. Donc, il y a vraiment une forte consolidation qui a commencé et une augmentation des tarifs que vous voyez sur les leaders. En fait. Les leaders, c'est Indeed, c'est Hellowork, c'est LinkedIn, enfin voilà, les talents. On voit que ça augmente. Et pourquoi ça augmente? Parce qu'il y a une dépendance qui est en train d'être installée avec 2, 3 job boards du marché. Et tant que cette dépendance est là, ça ne va pas arrêter de monter. Les prix ne vont pas arrêter de monter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi les candidatures dopées par l'IA. Ça veut dire quoi? C'est qu'on reçoit beaucoup de candidatures. Aujourd'hui, on a d'un côté le candidat. D'ailleurs, un candidat m'a posé la question dans l'une des conférences que j'ai faites, je crois, au mois d'avril. C'est que lui, il va utiliser ChatGPT, Grok, ce que vous voulez, Copilot, ce que vous voulez pour faire son CV, pour écrire sa lettre de motivation. Pire, il dit, j'ai trouvé une offre d'emploi. Donc, il va s'adresser à ChatGPT. Il dit, j'ai trouvé cette offre d'emploi pour l'entreprise Data4Job. Est-ce que tu peux me modifier mon CV et m'écrire une lettre de motivation? Et donc, du coup, ChatGPT va lui sortir le CV parfait, la lettre de motivation parfaite. Donc, il va soumettre une très belle candidature sur papier. Et de l'autre côté, on a les recruteurs que de plus en plus, ils vont utiliser un système similaire, que ce soit rattaché ou pas à leur ATS, pour évaluer. Et donc, c'est l'IA qui évalue l'IA dans les premières étapes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de bruit qui est fait. Et donc, mine de rien, on pense gagner du temps sur le tri de CV, sur la précale, mais progressivement, dans les mois qui viennent, ce n'est plus une certitude. On est sur 2 systèmes automatiques qui évaluent ce que l'autre système, enfin, qui s'évaluent mutuellement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où la partie vivier est intéressante parce que ça permet de créer une relation durable avec des candidats qu'on connaît déjà. Et donc, on va capitaliser sur des notes, sur des échanges, sur des choses qu'on a eues avec ces candidats. Et donc, quand le candidat postule, on ne le découvre pas. On sait déjà des choses sur lui, ce qui va nous donner un peu plus de concret et donc un peu plus d'objectivité dans l'évaluation de sa candidature. Et c'est quelque chose qui est hyper, hyper important. Le troisième axe qui est intéressant, c'est, et ça vous le savez depuis maintenant à peu près 10 ans, mais c'est en train d'aller beaucoup plus vite avec les générations qui arrivent, c'est la communauté. C'est qu'on cherche toujours avec les réseaux sociaux, avec d'ailleurs tout type de réseaux sociaux, d'être dans des communautés, dans le pro et dans le perso. Et ces communautés, les gens ils se réfugient dans ces communautés, ils se sentent protégés dans ces communautés, ils échangent des informations dans ces communautés. Et donc, si on n'est pas sur ces communautés ou si on n'a pas notre propre communauté, on est déjà un peu à la marge de ce qui se fait aujourd'hui. Donc, coût des job boards de plus en plus cher, de plus en plus important, des candidatures de plus en plus parfaites, parce qu'elle est dopée par l'IA, et puis un sentiment où beaucoup de candidats qui vont se réfugier dans des communautés font qu'aujourd'hui, s'intéresser de vivier, ce n'est pas une mauvaise idée. Je ne dis pas que c'est une nécessité, mais je pense que ce n'est pas une mauvaise idée et ça prépare le terrain pour ce qui va arriver après. J'en profite. Vous avez... Ah, vous êtes bien nombreux là. C'est bien. Vous avez en haut à droite une petite bulle avec un point d'interrogation au milieu. N'hésitez pas à poser vos questions dans cette petite bulle. Moi, je m'arrêterai de temps en temps pour traiter ces questions, essayer de les répondre, ou on prendra du temps à la fin de webinaire pour les traiter. Hop, alors, quelle est la différence entre un vivier d'un côté et une base de CV? Parce que pareil, donc depuis la création de Data4Job en 2015, il y a eu pas mal de demandes. Oussem, est-ce que vous pouvez nous aider à créer notre propre base de CV? C'est bien. Une base de CV, ça veut dire, enfin voilà, tout le CV qui arrive, on va l'indexer, on va l'avoir dans une base, et puis on va pouvoir l'utiliser via des mots-clés ou ce qu'on veut. Vivier, ça va un peu plus loin.
Ça veut dire, quand on crée une vivier, une stratégie vivier, ça veut dire, il y a 4 piliers que je vous mets ici. Premier pilier, il faut que les données soient fiables. Ça veut dire fiable, ça veut dire à jour. Une base de CV, elle ne vit pas. Le CV, on l'a reçu il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que le candidat nous a donné un consentement RGPD sur 24 mois. Donc, on a un CV qui a 2 mois. Ça donne des informations, ça donne des idées, mais il y a une base de flux. Donc, par rapport à une base de CV, un vivier, ça veut dire qu'on a des informations qui sont à jour, qui sont complètes et qui sont pertinentes, de préférence pour chaque talent, en tout cas pour la majorité. Deuxième chose, c'est la segmentation. Donc, le candidat, ce n'est pas juste un candidat dans une base de CV. Ce candidat, il est décrit selon un certain nombre d'axes, ce qu'on appelle un segment. Donc, ça peut être un segment par métier. Les métiers administratifs, les métiers du support, les métiers techniques, les métiers de la vente, les métiers plutôt scientifiques, donc peu importe. On peut aussi choisir les segments par rapport à des compétences, par rapport à des aspirations d'évolution, par rapport à des régions. Donc là, moi, par exemple, aujourd'hui, chez à domicile, pour vous dire, donc c'est un réseau d'aide à domicile, bah là, c'est assez régionalisé. Donc, savoir segmenter le vivier par segment, c'est quelque chose qui est vital. Parce qu'on ne peut pas mobiliser un candidat en dehors de son département, voire même en dehors de sa ville. C'est très important que dans notre base de CV, que chaque candidat appartient à un segment et que ça soit précis et surtout juste. Un vivier, ça s'anime. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il reste statique, il faut qu'on soit capable de communiquer avec ses candidats, de les tenir informés, d'avoir des informations à jour de leur part, etc. Et aujourd'hui, on est obligé de passer par une animation multicanal. Alors, dans cette animation, il y a un aspect qui est important, qui est de la régularité. On ne contacte pas un candidat une fois tous les 2 ans, juste pour lui demander de valider ou de renouveler son consentement RGPD, ce que la majorité des entreprises essayent de faire. Hein. Mais ça ne suffit pas, parce qu'entre-temps, il a oublié, il ne sait même pas qui vous êtes, etc. Donc, il y a communication régulière, 2, une communication à minima personnalisée, et via les canaux préférés des candidats. Donc, on ne dit pas on va utiliser que le WhatsApp, on va utiliser uniquement notre page Facebook ou notre page LinkedIn. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, c'est important d'avoir une animation multicanal parce que selon la catégorie sociale, selon l'âge, selon plein de choses, les membres de votre vivier, ils ne sont pas dans un seul endroit. Et d'autre côté, si vous leur imposez, j'ai déjà vu il y a 3 ans, 4 ans, des clients qui vont créer, peut-être que vous connaissez Circle comme outil, donc c'est un outil de création de communauté, il va essayer de créer une communauté avec Circle ou va mettre tous les candidats dans un environnement Circle, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ça fait un outil en plus, alors que tous les gens, ils ont déjà un compte Instagram, ils ont peut-être Snapchat, ils ont un profil LinkedIn pour le boulot, ils ont peut-être d'autres sites. Donc, ils ont WhatsApp, ils ont des groupes Discord, et donc il faut être capable de s'adapter, surtout qu'il y a des outils qui permettent de faire de l'animation multicanal. Donc, c'est assez important d'avoir cet aspect d'animation multicanal. Quatrième élément important, c'est des scientifiques, il faut tout mesurer. Donc, il faut qu'on mesure nos données, que nos segments sont bons, que l'animation atteigne ses objectifs, combien, quel est le taux d'interaction des candidats. Donc, il y a tout ce qui se passe au niveau de mon processus d'animation et de gestion de mon vivier. Il faut que je sois capable de le mesurer et d'avoir toujours et d'analyser toujours la conversion que je peux avoir un candidat, un membre de la communauté, donc de vivier, un recrutement à la fin. Et c'est extrêmement important d'avoir tous ces éléments en tête. Et donc, on va attaquer un des éléments les plus importants, comment construire un vivier de candidats. 1, les sources. Donc, il est obligatoire de pouvoir intercepter toutes les sources possibles d'un candidat. Il faut qu'un candidat, dès qu'il arrive dans l'ATS, peu importe la source, pas que de l'ATS, dès qu'un CV ou une candidature arrive, il faut qu'on soit capable de l'insérer directement dans le vivier. Et si on a des politiques de sourcing sur des CVT, sur des LinkedIn, etc., pareil qu'on soit capable de les insérer de manière automatisée. Ça, c'est assez important. Automatisée
dans le talent pool ou dans le vivier. Alors là, je vous ai donné un certain nombre de sources, l'ATS, les CV qui dorment, parfois dans des répertoires, dans Drive, dans OneDrive, dans ce que vous voulez, des programmes de cooptation, les événements sectoriels, vous partez dans un forum, vous rentrez avec des CV papier, c'est important de pouvoir les scanner vite fait dans un scanner, les envoyer quelque part, et bim, ça rejoint la communauté, et tout le système de qualification se met en place. Les candidatures spontanées, et puis les lead forms sur les réseaux sociaux. Donc vous avez des opérations réseaux sociaux de récupérer des contacts intéressants de vos communautés. Quand vous construisez votre vivier, il faut faire attention à la qualité de données. Donc, il faut vraiment que vous normalisez ce qu'on appelle les formats. Ça veut dire, par exemple, quand vous définissez les compétences d'un candidat, quand vous définissez les secteurs d'activité, sa seniorité, etc., il faut toujours partir sur un référentiel. Alors, vous avez des outils IA qui peuvent vous aider à normaliser, mais c'est important qu'à la fin, que vous avez des référentiels qui sont assez normalisés, avec pas beaucoup de valeur, parce que c'est ça ce qui vous permet de mieux utiliser votre vivier. La déduplication intelligente, notamment dans les secteurs où on reçoit beaucoup trop de candidatures, on reçoit beaucoup de doublons aussi. Et donc, c'est assez important d'avoir des mécanismes de déduplication intelligente pour détecter ces doublons et les insérer dans un vivier. Les systèmes d'enrichissement. Donc, parfois, un candidat dans le vivier, à la base, quand ça arrive, c'est un nom, prénom, un email et deux phrases. C'est quelqu'un qui est passé dans la boutique de vêtements, qui a déposé un CV qui a été scanné, qui est parti. Ou qu'il a utilisé la tablette pour déclarer son intention de rejoindre un réseau, et puis c'est tout. Et il faut aussi dans les données c'est des données qu'on a souvent besoin, c'est les indicateurs de mobilité et disponibilité. Un troisième pilier extrêmement important dans votre stratégie de construction, c'est la conformité. C'est un point très important en Europe et en France en particulier. Une vraie gestion des consentements. Poser la question sur les préférences de communication. Est-ce que le candidat préfère recevoir des textos, des WhatsApp, des messengers? Il y en a encore, hein, des messengers. Voilà. Quel est le processus de droit à l'oubli? Donc, à quel moment les données sont supprimées? Comment les données sont supprimées? Est-ce qu'il faut rassurer une transparence là-dessus? Et puis une traçabilité complète de tout ce qui a été fait au niveau de chaque profil. Donc, tout ça, ce sont des demandes. Je vous rassure, les outils actuels, pas que le nôtre, hein, pas que chez Data4Job, souvent, ils vont respecter ces éléments-là et vous apporter une aide au moins sur la majorité de ces éléments-là, parce que de toute façon, ils sont co-responsables. Donc, bon, faites attention quand même. Si vous réfléchissez, vous êtes en train d'acquérir une solution qui vous permet de construire votre vivier de candidats, faites attention, notamment si vous prenez un outil de gestion de carnet d'adresse commerciale, parce que parfois, tout ça n'est pas exactement ou c'est pas super bien respecté. Donc, faites attention à tout ça ou faites-vous accompagner dans la validation de tout ça. Je ne sais pas s'il y a des questions, des choses qui... Deuxième pilier, c'est la segmentation. Comment segmenter votre vivier? Et donc, il est important que ça soit clair pour vous quelles sont vos priorités en termes de recrutement. Donc, ça ne sert à rien. Ça, c'est le piège de tout mettre dans le vivier. C'est que chaque entreprise, elle a peut-être 2, 3, 4. Je ne pense pas que ça c'est. Peut-être que ça dépasse 5 segments stratégiques. C'est là où c'est pertinent d'avoir le vivier. Il y a des profils où ça ne sert à rien d'avoir un vivier. Recruter, il y a des postes dans chaque entreprise, on en recrute une fois tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, et on va recruter un ou deux. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une stratégie de gestion du vivier, etc. Je ne sais pas. À voir. Par contre, si vous êtes dans l'assurance et vous avez un call center pour des gens qui relancent les créanciers ou qui relancent pour le paiement de leur crédit, que vous travaillez vous êtes un cabinet de conseil ou une société de services informatiques, vous recrutez toujours des ingénieurs, que vous êtes un fibreur et vous cherchez toujours des installateurs de fibre optique. Donc, vous avez un métier dans lequel vous recrutez tout le temps, vous avez un turnover important sur un métier. C'est là où ça sert de créer un segment. Ce qui est intéressant ce qu'il faut faire attention dans le segment, c'est définir les critères de segment. Ça veut dire quoi un segment? Vous pouvez l'appeler aussi communauté. Quelle communauté vous avez envie de créer?
Je vous donne quelques exemples. Il y a les critères métiers, la seniorité, la zone géographique et l'appétence pour certains contenus et canaux de communication. Il faut au moins ces éléments-là que vous devez savoir. Pour chaque candidat qui est dans votre segment, c'est quoi son métier? C'est quoi son niveau de seniorité? Il peut intervenir sur quelle zone géographique? Lui, il est plutôt WhatsApp, plutôt texto, plutôt appel téléphonique. Et il est plutôt intéressé par juste le partage d'informations sur l'entreprise. Il est intéressé plutôt par les offres d'emploi avec des alertes offres d'emploi. Plutôt, il vaut des bons de réduction. J'ai vu ça dans l'animation du vie, on envoie des bons de réduction ou parfois des petites blagues ou des petits trucs, des petits jeux, peu importe. Mais tout ça, c'est assez important aussi soit de poser la question ou de détecter quels sont les contenus auxquels il est sensible. Face à ça, donc vous avez votre vivier, vous avez défini le segment, il faut que vous construisez un modèle qui vous permet de scorer chaque candidat de votre vivier avec votre activité. Et donc, ce sont des scores qui permettent, donc il y en a 3 que vous devez, je pense, faire. C'est quelque chose que vous faites aujourd'hui par l'intuition. Sauf qu'il y a des modèles mathématiques qui permettent de le calculer, de le modéliser. Donc, il y a l'affinité pour les postes disponibles. C'est qu'à tout moment, vous prenez n'importe quel profil de votre segment, il faut que vous soyez capable de trouver, par rapport à l'ensemble des postes ouverts disponibles chez vous, quel est le niveau d'affinité. 2, la disponibilité réelle et estimée. Disponibilité réelle, ça veut dire le candidat, il vous a dit qu'il est disponible, donc parce qu'il a interagi avec vous via un canal, via un chatbot que vous avez mis, ou justement vous envoyez des newsletters avec des offres d'emploi. Pendant un moment, il ouvre la newsletter, il la ferme, et à un moment donné, il a commencé à cliquer sur des offres d'emploi. Ça veut dire qu'il est peut-être disponible, il le sera très, très vite, et qu'il est en recherche d'emploi. Donc c'est ça ce qu'on appelle comment avoir des informations sur la disponibilité réelle ou estimée. Et troisième chose, c'est l'intérêt manifesté par rapport à votre marque. Et ça aussi, où on va voir, quand vous faites des posts sur Instagram, quand vous faites des posts sur LinkedIn, etc., est-ce que les consomment? Donc, est-ce qu'elle les voit, elle ne les voit pas? Tout ça, ça vous permet de faire un score intelligent. Et ce score, il va vous permettre du coup de prioriser sur quel profil vous devez travailler. Là, l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, on parle d'un vivier de 800 000 candidats. Et donc, on ne peut pas appeler tout le monde. Et donc, pour faire prioriser quelles sont les personnes à aborder ou à appeler, avec qui il faut renouer le contact, un système scoring, c'est naturellement imposé. Et il fallait passer par là obligatoirement pour prioriser le travail. Et un exercice que je peux vous demander, qui vous aide beaucoup dans votre projet de vivier, c'est que vous définissez le top 5 des segments prioritaires. Ça veut dire parmi tous les métiers dans lesquels vous recrutez, lesquels maximum 5, les segments prioritaires. Pour chaque segment, vous définissez ce qu'on appelle le backlog d'import. Backlog d'import, ça veut dire quoi? Ça veut dire ces candidats, ils viennent d'où et quelle information on récupère. Où est-ce qu'on va trouver ces candidats? Est-ce qu'on va intercepter les candidatures en cours et c'est plutôt les refuser? Parce que les candidats qui ont été refusés, qu'on va les mettre dans le vivier, ou pas tous les refuser, un certain nombre, dans ce cas-là, lesquels, pour quel motif la candidature n'a pas été retenue, est-ce que ce sont eux qui sont désistés, est-ce que c'est un problème de salaire, est-ce que c'est un problème de mobilité géographique, est-ce que c'est un problème de désistement, qu'est-ce qui se passe? Donc, définir où on importe ces candidats et qu'est-ce qu'on importe exactement. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire et ça vous fait avancer. Et le deuxième, de rédiger des mini-formulaires optimisés communauté talent. Ça veut dire quelle question vous avez envie de poser à chaque membre de ce segment pour avoir une information à jour. Donc, ce sont des livrables qui sont plutôt simples que vous pouvez, je pense, faire. Après, notamment backlog d'import, peut-être que vous avez besoin d'accompagnement pour que ça soit automatisé. Néanmoins, le savoir, ça peut vous aider. Comme ça, vous pouvez faire des imports en masse si votre ATS le permet. Importer directement des profils dans votre vivier, etc. Mais voilà, c'est déjà la base de faire de pouvoir livrer, de pouvoir travailler sur ces livrables. Les techniques d'animation et de réactivation. Donc, du moment que le candidat a été intercepté
et il rentre dans votre vivier, il faut garder la relation dans le temps. Pour ça, je voulais vous parler de 3 éléments. Un, les plateformes sociales. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal aujourd'hui de dire, ils n'ont pas de mal avec LinkedIn, mais sur TikTok, sur Instagram, qui se disent, est-ce que c'est vraiment un lieu professionnel? Est-ce que ça rapporte vraiment des candidatures? L'expérience montre, et d'ailleurs on en parlera avec notre partenaire Bonanza au mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est un Instagram, TikTok, Snapchat, etc. C'est un environnement, c'est un space, pour ne pas dire workspace. C'est un espace où les candidats sont en permanence présents. Et aujourd'hui, il y a pas mal de techniques qui permettent de les adresser, de les animer, de leur donner de l'information, de faire en sorte qu'ils n'oublient pas la marque en étant là-dessus. Avec des contenus courts, avec des types de carousels, avec des témoignages collaborateurs, des sessions live. Le live marche très bien, notamment sur TikTok, un peu moins sur Instagram, mais TikTok, ça marche beaucoup, où il ne faut pas hésiter à faire des petites sessions. Parfois, ça ne coûte rien, c'est 2-3 minutes. Vous avez lancé une offre d'emploi, vous dites, OK, il y a dans mon vivier, donc je lance une offre d'emploi pour recruter un Customer Success Manager, un responsable de la relation client. Je vais annoncer que pendant 20 minutes, il y a mon directeur de la gestion de la relation client qui va répondre aux questions sur le métier, sur comment on exerce le métier chez nous, comment ça se passe. Vous allez voir, ça a un effet tout de suite, ça fait effet bouche à oreille. Avec un peu de chance, il y aura de la viralité. Mais surtout, les membres de votre vivier, ça va leur donner du contenu. Ça va leur rappeler que vous existez, ça va leur rappeler que vous donnez de l'information et l'impact. S'il n'y a pas d'impact sur le court terme, il y en aura certainement sur le moyen et le long terme. Donc, être présent, au moins auprès des communautés de vos segments. 2, un vivier, si ce n'est pas automatique, si c'est pas processé, ça vous prend beaucoup de temps. Donc, il est extrêmement important que vous mettiez en place des systèmes d'automatisation de vos communications multicanales. Donc là, je vous ai mis ici un certain nombre de canaux et surtout des canaux pour lesquels on peut automatiser les communications. Donc via email, SMS, WhatsApp, les messageries directes, que ce soit Insta, TikTok, LinkedIn, les emails, etc. Tout ça, aujourd'hui, les outils existent qui permettent d'automatiser les communications. Et quand je dis workflow, ça veut dire que ce n'est pas juste j'envoie la communication, mais il est important d'avoir de la communication récurrente. Pour mon webinaire d'aujourd'hui, moi, j'ai fait beaucoup de tentatives et aujourd'hui, je fais à J-3 semaines, J-7 jours, J-24 heures. Et puis, la plateforme que j'utilise, qui est CotoJob, elle fait moins 1 heure. Parce que finalement, c'était le process, en testant plusieurs process, qui était le plus intéressant et qui ramenait le maximum de personnes intéressantes. C'est important aussi, pas que les curieux, le maximum de personnes intéressantes à ce contenu. Donc, mais si on n'automatise pas ça, aujourd'hui, après pas mal d'expérimentation, aujourd'hui, vous êtes présent et je vous en remercie à ce webinaire. C'est que moi, ça m'a coûté 30 minutes à chaque fois par mois pour le processus de relance. Pourquoi? Parce qu'avec les outils d'intelligence artificielle, avec un paramétrage des outils d'envoi d'email et tout ça, ça va tout seul. On clique sur un bouton, on donne le contenu et ça fonctionne tout seul. Sur les types de campagnes, donc il y a plusieurs types de campagnes qui doivent être faites. Des campagnes où on va partager de l'information sur nous. Donc, je m'appelle Data4Job. Je me lance dans l'intégration d'une IA de préqualification du candidat dans mon outil. J'en parle pas que à mes prospects. J'en parle aussi à mon vivier. Ça donne un sentiment de privilégié qui était important. On a un nouveau directeur commercial, on communique dessus. On va changer de logo, pareil. En fait, leur donner de l'information gratuite, mais qui va valoriser le candidat. Tu as déjà postulé pour nous, on a déjà eu un entretien, même si ça n'a pas abouti, tu comptes pour nous et on partage avec toi une information pertinente. Les initiatives de réactivation, de temps en temps, lui dire est-ce que tu es ouvert à, est-ce que bientôt tu vas chercher un job. Donc demander, poser une question, ouverte ou fermée, pour savoir ou pour générer du contact, ce qu'on appelle les call to action. Et c'est important d'avoir de temps en temps, pas tout le temps, des call to action pour engager le candidat. Les événements communautaires, ça marche beaucoup.
peu importe la communautaire, hein, parce que pareil, j'ai eu des remarques comme quoi c'est surtout col blanc, mais non. Les communautés, ça marche partout, même pour les étudiants, pour les bacheliers, pour certains de recrutement. Créer des événements communautaires, c'est extrêmement important. Et les événements communautaires, en fonction du métier, ça peut être une invitation dans un lieu, dans vos locaux, ça peut être vous participez à un forum de recrutement, ou même juste à un salon, ben, vous leur dites, venez, venez nous parler. Vous faites un webinar sur un métier chez vous, invitez-les. Donc les inviter à ces événements, pareil, ça crée le lien, ça vous permet de voir le niveau d'engagement, ça va alimenter le scoring que vous faites de ce candidat. Ça, c'est aussi très, très important. Donc, on a défini quels sont les espaces dans lesquels vous devez être actif. On a travaillé un peu sur les workflows, que la partie automatisation qui est hyper importante. Et là, vous avez un certain nombre d'exemples de campagnes que vous pouvez mener pour activer votre vivier et le gérer. Moi, j'ai identifié, puisqu'on a trois types d'approches pour une stratégie complète d'animation du vivier. Le 100% humain, c'est rapide à lancer. Vous pouvez vous adapter à chaque cas parce que vous utilisez votre intelligence humaine qui est incomparable à l'intelligence artificielle, je tiens à le préciser. L'inconvénient, c'est qu'elle est très peu scalable, elle est extrêmement coûteuse en termes de temps et difficilement soutenable. Parce que entre ton client interne, manager qui vous dit j'ai besoin d'un candidat pour demain et animer un vivier, je crois qu'en tant qu'humain, on travaille beaucoup, sous stress, on va privilégier le court terme, on va privilégier le stress, on va travailler sur le recrutement ouvert et tous les jours on a des priorités qui arrivent et on oublie le vivier et donc quasiment personne n'a réussi. Les cabinets de recrutement pendant un moment ils avaient des centres d'appel pour alimenter leur vivier. Ça a marché un certain temps. Aujourd'hui, j'en connais aucun qui le fait. Peut-être que vous en connaissez, en tout cas dans l'environnement proche de cabinet de recrutement que j'ai, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, enfin, il y en a qui utilisent des IA, mais on n'a plus de centre d'appel ou des gens qui vont juste travailler sur l'animation, sur l'activation du vivier. La deuxième approche qui est 100% IA, c'est une vitesse d'exécution maximale. Ça veut dire un vivier de 10 personnes ou de des millions, c'est pareil. Il n'y avait rien à faire. Donc, c'est une capacité à gérer l'échelle qui est juste monumentale. Mais aussi, ça présente beaucoup d'inconvénients. Vous aurez toujours un risque de communication impersonnelle. Ça veut dire, avec la meilleure IA du monde, il y aura toujours ce sentiment que c'est ChatGPT, que c'est Claude, que c'est Mistral qui a écrit. Vous avez, enfin, on le voit toujours. Cette touche humaine, on ne la trouve pas. Et puis, il y a une courbe d'apprentissage technique qui est extrêmement importante. Je vous dis autre chose que je n'ai pas écrit. Le coût aussi, il est important. Parce que un IA, pour qu'elle marche bien, il faut beaucoup d'apprentissage. Et surtout, il faut qu'elle vous ressemble. Là, vous prenez une IA du marché, que vous achetez chez OpenAI, que vous achetez chez Microsoft, que vous achetez n'importe où, bah, ça va être un truc du marché. Peut s'adapter. Il faut que vous investissez pour qu'elle vous ressemble. Il faut la mettre en place. Il faut la tester longtemps pour être sûr que ça marche bien. Et vous allez devoir la maintenir. Après, le coût sera le même, comme j'ai dit, pour un petit ou un grand vivier, mais cet investissement initial, elle est importante. L'approche que je recommande, c'est l'approche hybride. Et c'est l'approche que aujourd'hui je déploie chez mes clients. Ça veut dire quoi? L'IA, elle vous donne des éléments, elle vous conseille, elle vous prépare du contenu, elle vous prépare les scénarios, elle vous prépare tout, mais vous décidez, vous cliquez sur le bouton. C'est extra, et vous modérez. C'est extrêmement important où on va finalement tirer un peu des deux. Donc on va combiner personnalisation, mais au lieu d'avoir une personnalisation personne par personne, on va faire une personnalisation micro-communauté par micro-communauté. Donc, on va être capable de sous-segmenter notre segment. Donc, on prend un segment, le sous-segmente, et puis après, on va personnaliser un petit peu. Ce qui nous permet, ce qui nous coûte un peu de temps humain, mais pareil, une fois la sous-segmentation a été faite, ça nous permet une vitesse d'exécution qui est incroyable et d'avoir un contrôle de coût qui est aussi très modéré. Parce que
ça va nous prendre beaucoup moins de tests parce que c'est modéré humainement. Donc, on n'est pas obligé de tout tester. L'IA, elle va apprendre en interagissant avec l'humain. Donc, au fil de temps, au début, elle va être pas hyper smart. Elle va pas proposer des choses hyper qui ressemblent beaucoup à l'entreprise, mais avec le temps, elle va apprendre. Elle va apprendre, elle va s'améliorer. Ça permet d'aller plus vite. Donc, ça permet plutôt d'avoir un meilleur équilibre entre la technologie et la touche humaine. En tout cas, pour commencer, pour moi, il faut aller vers l'hybride. Il faut utiliser l'IA pour pré-générer des choses, mais il faut quelqu'un qui va appuyer sur les boutons et que si, avec cette approche-là, je pense raisonnablement, on peut se dire entre 2 et 4 heures par semaine max, on peut animer tout type ou toute taille de vivier. Donc, si on peut lancer sur un premier projet de cadré, ensuite un vivier, vous prenez un chargé de recrutement avec quelques compétences de marketing ou de communication, 2 heures, entre 2 heures et 4 heures par semaine max, et peut-être pas toutes les semaines, on est capable d'animer jusqu'à 5 viviers, 5 segments stratégiques, et c'est complètement possible. Et donc, en humain, ça ne coûte pas très cher. Au début, ça peut coûter un petit peu en outillage, mais après, c'est très vite amorti. Je vous ai assommé ou ça va? Avec les pouces. Ça va? Assommé? Voilà, je crois que je vous ai perdu. Ah, merci Marion, sauvé. Très bien. Alors, on arrive un peu vers la fin. Comment ça marche maintenant, techniquement parlant? Votre point d'entrée, ça va toujours être votre ATS et éventuellement votre TRM. Alors, TRM, c'est quoi? C'est le Talent Relationship Management, ce que vous appelez souvent CRM candidat. Donc, c'est ces deux éléments, finalement, qui vont capter toutes les candidatures. Par rapport à ça, il faut toujours injecter souvent une partie intelligence artificielle qui va d'un côté scorer tous les candidats de votre base de données, soit l'ATS, soit le TRM. Donc, il va donner un score qui va faire l'enrichissement et qui va calculer ce qu'on appelle le candidate fit. Ça veut dire un taux de matching entre le candidat et vous, l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le culture fit. Est-ce qu'il fit ou pas avec la culture de votre entreprise et avec les métiers que vous avez. Donc, c'est important d'avoir cet outil-là. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il faut tester un petit peu, mais il y en a pas mal. En 3, c'est les marketing automation. Une fois les candidats sont arrivés, ils ont été scorés, priorisés, mis dans les segments. Bah maintenant, on doit faire des campagnes pour engager ces candidats. Donc ça, c'est très important. Donc, avec les workflows, d'envoyer des textos, souhaiter des bonnes années, bonnes nouvelles, partager des jeux, inviter à des événements, mesurer les taux de clic. Donc, tout ça, c'est extrêmement important d'avoir ce moteur d'automation. Et puis, à la fin, on a le social CRM. Ça veut dire, on a des candidats, on est en train de les engager. Le social CRM, il va observer tout ça. Il va dire, tiens, il y a un candidat qui est très intéressé et intéressant. On déclenche quelque chose. Donc, c'est un circuit logique. C'est souvent la somme de 2 ou 3 outils, pas 4. Donc, les engrenages, c'est juste c'est une architecture qui vous permet, quelles sont les grandes étapes dont vous avez besoin. Mais il y a des outils qui vont couvrir 2 ou 3 roues dentaires que vous avez ici. Tac. Et l'idée, c'est d'avoir du coup la boucle bouclée d'un candidat qui arrive, qui postule, que vous sourcez, qui fait une candidature spontanée. À la fin, on sait s'il est intéressant, s'il est intéressé et à quel moment on va reprendre contact avec lui de manière très forte. Ça veut dire prendre le téléphone et l'appeler. C'est surtout ça. Ou l'inviter à postuler. Les indicateurs, souvent, qu'on va essayer de mettre en place pour mesurer notre stratégie vivier. Il y a une catégorie mesurer la santé du vivier, mesurer l'engagement des candidats du vivier et puis regarder la performance de tout ce processus. La santé du vivier, c'est le taux de croissance, est-ce que mon vivier augmente ou pas. Le taux d'obsolescence, donc le nombre de candidats qui sortent, parce que pour différentes raisons, et le pourcentage de consentement actif, donc les personnes qui acceptent à être dans votre vivier. 3 indicateurs suffisent pour savoir si vous avez un bon vivier ou pas. En termes d'engagement, c'est le taux d'ouverture clic. Vous envoyez un mail, c'est bien de mesurer combien ont ouvert l'email, combien ils ont cliqué sur votre offre d'emploi. Vous avez envoyé une vidéo, combien ils ont visionné la vidéo. C'était une vidéo de 3 minutes, les gens ils s'arrêtent au bout de 3 secondes, de 30 secondes, ou ils vont jusqu'au bout. Tout ça, c'est assez intéressant pour mesurer votre engagement. Et puis les interactions via messagerie. Si vous avez des bots, des choses comme ça, est-ce que les candidats répondent à vos messages ou pas? Tout ça aussi, c'est extrêmement important.
Et la performance opérationnelle, c'est délai moyen jusqu'à shortlist embauche. Donc, quelqu'un de votre vivier qui manifeste un intérêt, il met combien de temps avant de dire oui? Le coût par embauche. Et le sentiment NPS candidat, c'est que le sentiment du candidat suite à vos campagnes et surtout, enfin, simple, combien se désabonnent de votre campagne. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant à suivre de manière mensuelle, voire trimestrielle. Je pense que ça peut suffire parce que, encore une fois, la stratégie vivier, c'est une stratégie qui est souvent moyen long-termiste et donc un suivi trimestriel doit largement suffire. Bien, si vous décidez de lancer un plan vivier, je pense, là, moi, je propose toujours, enfin, dans tous mes projets, moi, c'est l'être 360-90, ça veut dire j'essaie de caler si on lance un projet qui livre quelque chose en 90 jours. Qu'est-ce que je fais? Donc, je pense à J-30, enfin, de G0 à J30 pendant 30 jours, ce qu'on peut faire. Auditer les données que vous avez, les dédupliquer. Donc, construire un premier vivier. Identifier des 5 segments prioritaires sur lesquels vous travaillez, faire des campagnes de mise à jour des consentements, si vous n'en avez pas. Ça, c'est assez important de reposer, et surtout, ça dépend comment vous avez fait les consentements. Est-ce que le candidat, il a signé ou il a donné son consentement uniquement pour une offre d'emploi, ou est-ce qu'il l'a donné pour votre base, est-ce que pour quel type de communication, donc là où il faut voir quel consentement il a donné, et puis après, est-ce qu'il y a ou pas matière à faire une campagne de renouvellement. Et d'ailleurs, une campagne de renouvellement en elle, c'est une campagne d'engagement. Ça veut dire que ça vous permet aussi de renouer contact avec un candidat. Et nous, à chaque fois, on a plein de, surtout nouveaux clients qui arrivent chez nous, où on récupère leur base historique, on leur propose systématiquement de faire une campagne de mise à jour du consentement. Mais en fait, ça permet quasi systématiquement à renouer contact avec des bons candidats qui reviennent, qui postulent, qui disent tiens, c'était bien d'ailleurs quand on s'était au téléphone et si vous avez une opportunité, n'oubliez pas. Enfin, ça réengage le candidat et ça coûte rien. Alors là, réengagement, enfin pour consentement, c'est une campagne qui coûte absolument rien du tout, que ce soit texto ou mail. Et vous pouvez commencer par la créer des 3 templates et 2 scripts direct messaging, donc un petit workflow basique pour une première animation simple. Donc, en 30 jours, vous pouvez déjà faire une première animation simple de votre vivier. Entre 30 et 60 jours, on peut aller plus loin. On peut commencer à définir un modèle de scoring. Et donc, parmi les milliers, enfin centaines, milliers ou dizaines de milliers de votre vivier, comment identifier les plus intéressants avec un système de scoring automatique. Rajouter des séquences evergreen, donc des séquences généralistes, mettre des campagnes de réactivation. Donc, une campagne de réactivation, c'est poser la question, est-ce que vous êtes toujours intéressé par travailler chez nous? Est-ce que telle offre, elle peut vous intéresser ou pas, etc. Et la création d'une micro-communauté par segment, c'est important. Sur les 60-90 jours, ce qui serait intéressant, c'est commencer à tester des choses un peu plus sophistiquées, faire des tests AB. AB testing, ça veut dire plusieurs scénarios, ajuster le scoring, faire des développements de playbook, etc. Donc, aller un peu plus loin et commencer à travailler sur un dashboard mensuel. J'étais distrait par des gens qui m'appellent à déjeuner. Je suis désolé, c'est le client. Voilà, de toute façon, il est midi 14. On s'est donné rendez-vous jusqu'à midi 15. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous ai mis donc pour ceux qui me regardent en live, vous pouvez flasher le QR code qu'on a, ou pour ceux qui ont accès directement à des slides, cliquez sur le bouton réserver mon créneau. Si vous voulez qu'on travaille ensemble sur vos besoins spécifiques, donc c'est des créneaux de 30 minutes où on peut regarder ensemble par rapport à votre vivier à vous, par rapport à votre contexte, par rapport à votre spécificité. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut lancer? Alors, je ne vais pas vous demander un paiement au bout des 30 minutes. L'idée, c'est voilà, faire connaissance, vous parler un petit peu de votre contexte, et puis derrière, on regarde qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble. 12h15, on arrive au bout. J'espère que vous avez apporté des réponses à vos questions, que ça vous a apporté de la valeur. Très rapidement, petit sondage, donc bien, pas bien, très vite. Et moi, sur ce, merci Brunella, sur ce, je vous souhaite bon appétit, une bonne après-midi. C'est sûr que très vite, vous allez recevoir un mail de remerciement avec un lien vers notre prochain webinaire.
Et encore une fois, si vous voulez qu'on parle 30 minutes pour parler de votre cas spécifique, voir, vous donner des conseils, voir s'il y a des choses à faire ou pas, ensemble, n'hésitez pas. Ça ne sera pas commercial, ça je peux vous le promettre. Ça sera vraiment pour s'intéresser à votre cas spécifique et vous donner des vrais conseils. Parole de scout, on fait comme ça quand on est scout. Ça va être comme ça. Allez, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis au revoir.